Congo, ekolo na biso tobongisa yango. Congo, ekolo monene. Bienvenue sur Congo Liberty. Nous recevons aujourd'hui Andrea Ngombe, jeune activiste congolais de la diaspora congolaise en France. Bonjour cher frère. Bonjour Mingwa. Nous sommes très heureux aujourd'hui de recevoir un jeune activiste congolais parce que c'est assez rare. On a souvent l'habitude de recevoir des doyens de la politique congolaise. Et aujourd'hui, je vous l'avoue, cher Andrea, nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Alors, vous êtes coordonnateur du mouvement Sassofi. Vous êtes aussi membre de la coordination citoyenne Ras-le-Bol. Est-ce que vous pouvez en un mot nous parler de ces deux collectifs? Ce sont des collectifs de la société civile, donc on se définit d'abord en étant société civile avant d'être politisé, et nous considérons qu'aujourd'hui, être de la société civile signifie accompagner l'opposition et toutes les forces vives de la nation qui combattent la tyrannie et la dictature. Donc le mouvement Ras-le-Bol, au départ, c'est un mouvement d'artistes, rappeurs de la place de Brazzaville, mais qui a essaimé et grandi. Et le collectif Sassofi, lui, il est plutôt né du côté de la diaspora, avec une expertise sur le web, sur les réseaux sociaux et sur la presse, pour faire connaître le combat du Congo, faire connaître la situation et faire connaître la réalité du régime qui sévit à Brazzaville. Et c'est naturellement que tous ces mouvements se sont finalement rencontrés et nous sommes un peu le pont entre le pays et l'extérieur. Donc voilà. Alors, ce que les téléspectateurs de Congo Liberty doivent savoir, c'est que sans que vous ne le sachiez, nous qui communiquons sur le Congo-Brazzaville, puisons beaucoup dans les différents mails que nous envoient ces différents collectifs de la société civile. J'ai même envie de dire bravo monsieur Andrea, parce que sans vous, l'information que nous diffusons n'aurait peut-être pas été complète. Il y a une autre chose que je remarque, vous êtes très jeune, vous vous engagez dans un combat où finalement beaucoup sont pourris, il y a des assassinats malheureusement. Est-ce que vous, en tant que jeune, vous n'avez pas autre chose à faire? Vous êtes en France, dans un pays où il y a plusieurs opportunités. Pourquoi vous engagez dans une cause et qu'est-ce qui motive votre engagement? Ce serait difficile à résumer dans le temps de l'entretien que nous avons, mais je vais essayer de le dire en 3 points. Le premier point, c'est une conviction chevillée au corps que si nous n'arrivons pas à faire partir M. Sassou, ce pays, le Congo-Brazzaville, cessera d'exister. Il n'y a pas d'obligation historique à ce qu'il y ait un pays qui s'appelle le Congo. Il y a eu des pays qui ont existé avant, qui ont disparu du fait de l'incapacité des hommes qui composaient cette nation à rassembler et à construire quelque chose. Et en deuxième point, c'est l'autre conviction, c'est de se dire, oui, je suis en France, oui, j'ai quelque chose entre les mains, et ne pas contribuer avec mon savoir-faire, avec mon énergie à cette cause serait criminel, serait une forme d'abandon, de démission. Et enfin, c'est, comme on dit, le challenge de toute vie. Il faut aller au bout de ses capacités avant de se dire qu'on n'a pas pu. Donc pour l'instant, je suis en capacité de le faire, donc je le ferai tant que mes jambes me porteront. Nous recevons aujourd'hui, donc comme vous le constatez, monsieur Andrea Ngombe, activiste de la diaspora congolaise. Alors je vais peut-être évoquer avec vous un événement douloureux. Les Congolais ont vu le 9 octobre que vous aviez été agressé à l'intérieur de l'ambassade du Congo. Est-ce qu'il y a une suite judiciaire sur cette affaire-là? Est-ce que l'ambassade a porté plainte ou est-ce que vous-même aviez porté plainte? Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce qui s'était passé ce jour-là? J'ai porté plainte, donc j'ai porté plainte, la plainte suit son cours, elle est un peu retardée pour des raisons plus ou moins politiques, on le comprend très bien, donc c'est assez long, mais il y a une plainte formelle qui a été déposée. Ce qui s'est passé, c'est juste aussi la démonstration pour les Congolais qui sont souvent au pays, qui ont ce discours qui est alimenté par le PCT de dire vous êtes à 1000 km, vous êtes à 10 000 km, venez au pays, venez combattre, c'est ici que se passe le combat. Non, le combat se passe partout où se situe l'administration de Sassou. Parce que partout où est l'administration de Sassou, là siège la dictature. Et la preuve a été démontrée ce 9 octobre-là, parce que je venais en soutien du mouvement Ras-le-Bol qui manifestait le long de l'OUA à Brazzaville, et
rentrant dans l'ambassade, j'ai pris un bout de papier sur lequel j'ai écrit le slogan "Ça suffit", et pour une feuille avec un stylo, un Congolais a attenté à la vie d'un autre Congolais dans une ambassade du Congo. Voilà la réalité. Avec évidemment, ce qui est toujours déplorable, la passivité des Congolais assis dans l'Assemblée, qui ont été même jusqu'à être incapables de prendre des vidéos de l'agression. Donc j'ai pris la vidéo par mes propres soins de comment j'avais été agressé, et jusqu'à aujourd'hui, la suite juridique se fait attendre. Mais la suite médiatique a été formidable, parce qu'en agressant un Congolais en France, ils ont démontré à la face du monde qu'il y avait une continuité de la dictature partout où se situait cette administration. André Ngombe, jeune activiste congolais sur Congo Liberty, que nous recevons aujourd'hui avec beaucoup de plaisir. Nous savons aujourd'hui, et la presse internationale que vous alimentez aussi avec toutes vos informations, nous savons donc que vous êtes l'une des personnes qui alerte sur les différentes détentions arbitraires au Congo-Brazzaville. Hier encore, on a reçu un message de vous sur l'arrestation d'un membre de la campagne de Okombi Salissa. Mais j'ai pas envie que vous nous reveliez vos sources, mais comment faites-vous pour avoir toutes ces informations-là? Au départ, il y a vraiment eu une construction de ce que nous avions appelé les comités locaux d'action. Donc nous avons essayé de recruter plus ou moins des jeunes engagés pour la cause démocratique à l'intérieur du pays, partout où nous pouvions les trouver, pour qu'ils puissent se mettre en réseau et ainsi alimenter justement, parce que le nerf de la guerre étant pour certains seulement l'argent, mais nous considérons que le nerf de la guerre, c'est l'argent et l'information. Donc cette information, quand elle est vérifiable, quand elle est fiable, ben justement, il y a les répercussions nécessaires. Donc nous avons un réseau de jeunes qui travaillent, et nous travaillons aussi avec d'autres réseaux, d'autres associations qui sont sur place. Et pour ce point, comme j'aime faire à chaque émission que je passe, si vous permettez, je vais quand même lire les noms de ceux qu'on sait qui sont emprisonnés et avoir une pensée pour les autres. Donc j'ai une pensée particulière pour Jean Gwabi, qui, soit dit, j'ai pas la confirmation, mais aurait été torturé sévèrement. Dieudonné Dire de Wesso, qui est toujours en prison. Marcel Pika, le général. Anatole Libongo Ngoka, qui est toujours en prison. Christine Moyen. Le grand frère Paulin Makaya, qui est privé de l'affection des siens depuis quasiment décembre 2015. Monsieur Okombi Salissa, qui est dans sa résidence, mais qui est en situation de fait d'emprisonnement, puisqu'il ne peut ni en sortir, ni recevoir. Raymond Ebonga, le grand frère Serge Blanchard-Oba, qui, bien que malade, ayant besoin de soins, est empêché de quitter le territoire. Donc pour lui, c'est le Congo tout entier qui est devenu une prison. Marion Michel Manzimba Eongo, on ne sait pas où il est. On ne sait pas où est Marion, donc porté disparu aujourd'hui. Ses enfants ont prévu porter plainte ici à Paris. Nous espérons qu'ils le feront, et nous espérons aussi qu'ils se renferment pour avoir des suites. Et M. Martin Madebana, justement, qui est membre du staff de M. Okombi Salissa, qui a été arrêté hier. Et évidemment, Modeste Boukadia, qui est arrêté pour ses idées que je ne partage pas. Mais, comme on dit dans une république, chacun a le droit de porter ses idées, et il les porte devant le suffrage de ses frères. Et c'est le vote qui départage les idées. Donc même si je ne partage pas ses idées, j'ai une pensée pour lui, qui retira l'affection de sa femme et des siens depuis janvier, et les centaines de Congolais anonymes qui sont aujourd'hui toujours injustement emprisonnés. Et pour terminer, le général Mokoko et les populations du Poul. Donc vraiment, nous avons beaucoup de chagrin pour tous ces gens, mais nous disons de rester fermes et de continuer à tenir, parce que la dictature, plus elle agresse, plus en fait elle est vers sa fin. Alors, nous recevons aujourd'hui, comme je viens de le dire, André Ngombe. Si dans la presse internationale on parle du Congo, des arrestations, je peux vous confirmer que c'est en partie grâce à lui aussi. Alors, monsieur Ngombe Andrea, comment expliquez-vous que malgré toutes ces preuves de violation des droits de l'homme au Congo-Brazzaville, que la communauté internationale
ne réagissent pas fortement contre le pouvoir de Denis Sassou Nguesso. Est-ce que pour vous, comme le disent certains, la France en particulier est la complice de M. Sassou? La France, complice de M. Sassou, c'est un abus de langage. Non. La France, en tant qu'institution, n'est qu'un État et suit ses intérêts et elle a le droit de le faire. En revanche, il existe des complicités démontrées aujourd'hui entre M. Manuel Valls et M. Sassou. Il existe des complicités avouées entre M. Borloo et M. Sassou. Il existe des complicités avouées entre le député des Français de l'étranger, zone Congo, le député Marceau et le régime de Brazzaville. Donc c'est des complicités personnelles sur lesquelles nous invitons les juges d'instruction, nous invitons les gens qui sont du métier de ce métier-là, d'inspecter, d'aller regarder, d'enquêter et de révéler à la face du monde ce qu'il en est. Parce que là, nous sommes en face de corruption internationale, avec des relais dans la presse mondiale aussi, parce que nous savons aujourd'hui que certains écrivains écrivains, c'est un abus de langage, journalistes, je dirais pseudo-journalistes, comme Monsieur Lucien Pambou, est alimenté par le régime de Brazzaville. Donc nous avons un certain nombre, un chapelet de complicités comme ça, qui justement bloquent l'émergence de la vérité. Mais malheureusement pour eux, et heureusement pour nous, les médias sociaux sont venus changer la donne. L'information qui hier passait uniquement par le biais des médias sort de partout et est devenue incontrôlable. Et d'où le fait que même le griot du régime, M. Soudan, a avoué récemment dans un article assez fabuleux que Sassou avait perdu la bataille médiatique. Il reste pour nous à lui faire perdre la bataille militaire. Alors, j'ai lu dans une interview de vous sur un média numérique votre analyse sur la nature du régime de M. Denis Sassou Nguesso. Pour vous paraphraser, vous disiez que ce n'était pas une simple dictature, que c'était du totalitarisme, et vous avez ajouté obumitrie. De quoi s'agit-il exactement? Est-ce que vous pouvez rapidement nous parler de l'analyse que vous faites du régime de M. Sassou Nguesso? Tout à fait. Ce que nous avions compris en regardant le régime, c'est que c'est un régime qui a réellement un but politique, un vrai but politique. Donc le but politique, c'est la domination d'une ethnie sur toutes les autres, qui est tirée du fait que le Congo, en prenant son indépendance, hérite de l'État colonial. Mais qu'est-ce que l'État colonial? L'État colonial, dans sa structure même, met au sommet une ethnie homogène. À l'époque, c'était les Blancs. Une ethnie vassale qui était composée de Soudanais, de Tchadiens et de quelques autres venant de l'Afrique de l'Ouest, qui servaient en fait de mbouloumbouloulou, donc de capacité de frapper, de réprimer, et le reste qui étaient des indigènes qui ne méritaient que la mort et le mépris. Donc l'exploitation, et ils dirigeaient l'État par concession, par système de concession. Donc chacun prenait un gros morceau et concédait, et sur ce morceau, il pouvait faire le travail forcé, tuer, il avait droit de vie ou de mort. Et quand nous analysons l'État congolais tel que le PCT l'a structuré, nous voyons très bien que Sassou, dans sa seule façon de comprendre un État, veut une homogénéité de l'ethnie au sommet. Dans ce cas-là, pour notre cas, c'est les Mboshi. Ensuite, des ethnies indigènes, plutôt vassales autour. Ça dépend des jours. Parfois, c'est avec des gens du Kwilu, parfois, c'est avec des gens des plateaux. Mais il jonglera toujours avec une ethnie qui va lui servir de tampon. Et le reste, que vous soyez du nord, du sud, de l'est, le reste, pour lui, c'est la vassalité. Vous n'avez droit que de mourir ou d'exercer des petits emplois. Et parmi ceux-là, donc dans cette chaîne de commandement, il y a un projet, une visée totalitaire, c'est le pouvoir de Sassou ad vitam aeternam. Et pour cela, il est prêt à tordre la réalité. En ce moment, pour ceux qui suivent les réseaux sociaux, il a recruté une bande de jeunes, je citerai M. Narcisse Kiouri et d'autres, pour envoyer des slogans du genre 242 wallpaper, qui signifie 242 papiers peints, pour montrer des belles images de Brazzaville et nier la réalité. Il est capable, sur la chaîne nationale, de la museler pour que matin, midi, soir, il y ait un culte de la personnalité. Et le pire, toute tentative
même de critiquer le régime est vécu comme un affront méritant la mort. Méritant la mort sociale pour certains, économique pour d'autres et physique pour les plus virulents. Donc, il y a une incapacité pour le régime de cohabiter avec sa contradiction, comme dirait le professeur Boaou, performative. Nous sommes en face d'un régime totalitaire qui, malheureusement pour nous, dans l'histoire de l'humanité, ne peut partir qu'avec la force. Alors vous nous avez donc parlé de l'analyse que vous faites du régime de M. Denis Sassou Nguesso. Ça finit dans la réalité par créer des partis politiques totalement à caractère régional. Est-ce que vous avez des propositions pour demain corriger le tir? Est-ce que institutionnellement, par exemple, vous avez des pistes? Qu'est-ce que les Congolais pourront faire demain pour pallier à ce type de régime politique? Oui, pour pallier à ce type de régime politique, il y a le premier secret, c'est l'éducation. Mais dans l'immédiat, nous avons vu les Congolais se prendre en charge. Il y a eu quelque chose de formidable qui s'est passé durant cette campagne présidentielle. C'est qu'on a senti une vibration qui allait du plus profond du pays à Imfondo jusqu'au plus profond du sud du pays dans un vouloir de changement. Donc ce vouloir de changement qui se base justement sur le refus de l'oppression, sur le refus du rejet de l'autre, sur le refus de cette espèce d'entre-soi d'obscurantisme, ce refus de l'obscurantisme, fait que ça s'est cristallisé dans la personne du général Mokoko. Ça aurait pu se cristalliser dans une autre personne, mais le Congolais est à la recherche d'une figure qui va transcender justement ses appartenances partisanes. Et la seule façon que nous savons pour le faire, c'est l'action. Ce n'est que dans l'action collective, que les Congolais pourront enfin se découvrir, se rencontrer. Et pour citer une anecdote, je ne citerai pas son nom pour ne pas qu'il ait des problèmes, il y a un jeune du Poul, du sud du Congo, qui est allé jusqu'à Ouando, coller des affiches contre Sassou. Et il y a des jeunes de Makwa et de Wesso, dont un qui a même fait de la prison à Wesso, pour avoir exprimé ouvertement dans sa ville que c'était fini avec le système Sassou. Et avec des jeunes avec lesquels je travaille qui sont de Madingu, que je n'ai jamais vu physiquement, qui ont fait un travail formidable contre ce régime. Donc nous sommes dans l'action qui fait que vous voyez là, le Congo regroupé autour d'un mot, pour l'instant, ça suffit, mais autour aussi d'une idée, d'une espérance de dire le Congo d'après ne se fera pas sans nous. Andrea Ngombe sur Congo Liberty, je vais me répéter, c'est vraiment un véritable plaisir d'accueillir mon jeune frère et nous encourageons d'ailleurs les jeunes Congolais activistes à venir vers nous pour que nous fassions connaître leurs idées. Alors, Andrea, permettez-moi que je vous appelle Andrea, est-ce que malgré tout, vous ne vous réjouissez pas que Monsieur Denis Sassou Nguesso ait dans le gouvernement de son Premier ministre, Monsieur Clément Mwamba, nommé ministre plusieurs jeunes? On peut citer Léonidas Motorm, on peut citer Madame Soudan Nono, on peut citer l'écrivaine Lukaga. Est-ce que finalement il n'y a pas une lueur d'espoir? Est-ce que ces jeunes-là ne pourraient pas apporter du sang neuf? Jeunes de corps, mais sont-ils jeunes d'esprit? Si la pourriture que nous appelons le totalitarisme est dans l'esprit, ce ne sont pas des jeunes. Ils n'ont de jeunes que leur âge. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons un changement systémique. Quand la mauvaise foi est érigée en méthode intellectuelle, quand le mensonge, c'est pour cela que nous parlons vraiment de régime totalitaire, c'est un régime qui arrive par le crime, se maintient par le crime et exerce par le crime. Ce gouvernement a été décrété, soit. Est-ce que, comme le prévoit la loi, y a-t-il eu les déclarations de patrimoine? Non. Aucun de ces jeunes n'a déclaré son patrimoine. Où est la jeunesse quand l'exercice même de l'État ressemble à ce qui se fait avant? Et quand nous savons très bien que toutes ces personnes ne sont que des personnes de façade dont les vrais mentors tirent les ficelles en arrière. Pour ne pas citer son nom parce que je ne le maîtrise pas, la nouvelle ministre qui s'occupe du bois serait
parce que je n'ai pas la confirmation, une maîtresse à M. Nzombo. Donc nous sommes dans un jeu de dupes. Et c'est ça le totalitarisme. Donc on tire les ficelles, on exerce par le crime. Ce gouvernement étant illégal parce qu'il n'a pas déclaré son patrimoine, devrait sauter, tout simplement. Alors, Monsieur Andrea, moi je peux vous rétorquer aussi que dans l'opposition, vous avez Monsieur André Okomi-Salissa, Monsieur Boao, Monsieur Jean-Marie Michel Mokoko, Madame Mounari, qui étaient, il n'y a pas si longtemps, des collaborateurs de Monsieur Denis Sassou Nguesso. Vous avez, je vais, pour ne pas faire de jaloux, parler de Parfait Collé là aussi. Donc, que ça soit dans l'opposition, que ça soit au sein du pouvoir, pour moi, à vous écouter, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. C'est bonnet blanc, blanc bonnet a une seule différence. La seule différence, c'est à un moment donné, comme pour faire un parallèle historique avec le régime de Vichy, il faut savoir où s'arrêter. Est-ce qu'on peut accepter une présidence et de travailler pour un président qui boit du champagne pendant qu'il fait bombarder des populations civiles? Est-ce qu'on peut accepter de continuer à aller plus loin avec un monsieur qui a fait en sorte que dans notre pays, jusqu'à dans les cimetières sont victimes d'érosion et même les ossements de nos ancêtres ne sont pas en sécurité? Est-ce qu'on peut accepter de continuer avec un monsieur dont le fils est convaincu d'évasion fiscale mondiale, reconnue, et une justice qui est incapable d'instruire le dossier, ou le fils du président est capable d'ouvrir les administrations le dimanche pour offrir des permis de conduire? Où est-ce qu'il est écrit que le fils du président est un préfet pour donner des permis de conduire? Où est-ce qu'on est? Alors, tout le monde, et même vous, je sais qu'en privé, vous dites que le pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso est défunt, mais M. Sassou Nguesso est toujours là. Qu'est-ce qui explique qu'il soit encore là aujourd'hui, malgré que certains disent M. 8%, malgré que certains l'imaginent même sur le plan diplomatique isolé, mais j'ai envie de dire, Sassou, comme disent ces fanatiques, Nzambe, Tsenge. Oui, Nzambe Tsenge, c'est aussi un aspect du totalitarisme. Donc la divinisation du dirigeant fait partie des critères même d'un régime totalitaire. Non, Sassou est à sa fin déjà sur le plan économique. La machine économique est à l'arrêt, le pays est braqué, le pays n'a plus les ressources, donc n'a plus les moyens de sa politique. Sassou est à sa fin parce qu'il y a un véritable divorce populaire avec lui. Et Sassou est à sa fin aussi parce qu'un certain nombre d'actions sont en préparation contre lui. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'il tient? Il tient par la force de la poudre. Il avait dit lui-même, je suis un marxiste primitif. Et ce marxisme primitif, c'est le primitivisme de la force. Il est prêt à marcher sur tous les cadavres pour rester au pouvoir. Et tant que les Congolais, individuellement et collectivement, n'accepteront pas le prix du sang qui a été fixé, ils n'obtiendront pas leur liberté. Ils n'obtiendront leur liberté qu'au prix du sang. Et ce prix du sang, c'est, comme le dit si bien Jefferson, le sang des patriotes et du tyran. Le tyran a besoin du sang pour s'installer et a besoin du sang pour être enlevé. Et ce prix du sang, certains l'ont déjà payé. Et je pense en cela aux jeunes qui sont morts en octobre. Les jeunes qui sont morts en octobre sont morts, comme on dit, en héros, avec le sourire, parce qu'ils savaient qu'ils mouraient pour une espérance. Et nous ne pouvons pas nous permettre de trahir cette espérance. Et c'est parce que nous savons qu'il y a cette espérance dans le peuple que nous disons inlassablement à chaque Congolais de se prendre en charge, chacun à la mesure de son courage. Si vous êtes à l'Assemblée nationale et que vous avez des informations compromettantes contre le régime, contactez-nous, versez-les. Soyez semblables au monsieur qui a fait le Panama Papers, qui allait donner de l'information. Ça sera votre contribution. Si vous êtes militaire et que vous savez que cet hélicoptère ira bombarder vos frères et vos sœurs, mettez quelque chose dans cet hélicoptère pour ne pas qu'il aille bombarder vos frères et vos sœurs. Ainsi de suite. Si vous êtes une maman qui fait du pain, vous savez que votre pain va être livré chez Ondongo qui vole l'argent du Congo, mettez-y le cyanure suffisant pour que ce personnage quitte la scène congolaise. Ainsi de suite. C'est comme ça que, dans l'histoire, pour prendre le parallèle de l'histoire française, un homme comme Jean Moulin, qui avait une information capitale sur la résistance française, décide de se jeter par la fenêtre
plutôt que d'être torturé et de parler. Donc il y a un niveau d'amour du pays, de patriotisme et de courage qu'il faut que chacun puisse atteindre pour obtenir cette libération. Et tant qu'on ne le fera pas, inutile de dire que M. Sassou part. Alors, c'est vraiment un délice, un plaisir de s'entretenir avec Andrea Ngombe, mais malheureusement, nous arrivons à la fin de notre émission et nous inviterons dans les semaines qui viennent d'autres jeunes ou Monsieur Andrea lui-même, en tout cas les membres de son association. Quel est votre mot de la fin? Le mot de la fin, c'est des encouragements à Nina du CNRT qui fait un travail formidable, peu connu. Mais elle rassemble les artistes congolais de la diaspora pour vraiment pousser les choses. Et je pense à mon équipe directe, M. Cédric Bachi, Delors Poabou et beaucoup d'autres, et mon grand frère qui est au Canada, que je ne citerai pas pour des raisons de sécurité aussi. Mais nous sommes une petite équipe pour l'instant. Nous ne cherchons pas des militants, mais l'efficacité du travail. Mais nous appelons toujours inlassablement au soulèvement populaire. Jeunes de Samonabouala, jeunes de Congo-Asika, tous les jeunes de l'AJDL d'Imfondo, jeunes de Wesso, jeunes de Wando, ce pays est le nôtre. À 30 ans, 32 ans, Sassou et Ngouabi prenaient le pouvoir. Nous ne pouvons pas continuer à être braqués par un vieillard de 70 ans qui n'a aucun projet pour le Congo à part nous enfoncer dans l'obscurantisme. Donc, Ingeta, nous allons y arriver. Merci Monsieur Andrea Ngombe, c'était une fois de plus, je vais me répéter, un plaisir de vous recevoir sur Congo Liberty. Nous allons d'ailleurs mettre l'adresse mail de Monsieur Andrea Ngombe pour tous ceux qui voudront le contacter. Nous remercions tous les internautes de Congo Liberty. Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine. À très bientôt.